Après cela, je remercie nos invités, les partis politiques qui sont venus répondre, les mouvements citoyens tels que Nifle2, Yanaman et d'autres peut-être qui ne se sont pas présentés à nous, les organisations non gouvernementales telles que Oxfam, Amnesty International, Publier ce que vous payez, tous ceux qui sont venus en tout cas participer, assister à cette conférence de presse, nous leur adressons nos remerciements. Ce qui est en jeu est extrêmement important. Ce qui est en jeu, c'est encore et toujours une exploitation de nos ressources naturelles. Il n'est pas question de dire que nous ne voulons pas de l'exploitation de ressources naturelles. Les ressources, Dieu nous en a donné pour que nous puissions en tirer profit. Il faut qu'on soit très clair parce que certains essaient de positionner le curseur à ce niveau-là en disant que nous ne voulons pas que les ressources soient exploitées. Le débat n'est pas là, mais exploiter dans quelles conditions et au profit de qui? Le débat se situe à ce niveau-là. Et si j'ai insisté pour que M. Sané complète sa présentation, c'est que de l'autre côté, les promoteurs de ce projet-là ont essayé d'utiliser un certain nombre de méthodes. Et dans leur discours, il revient souvent que soit ce n'est pas du temps qu'ils fusent de la Casamance qui sont en train de contester le projet, ou bien que c'est des gens qui n'ont pas les qualifications requises pour parler de ces questions-là. Et je pense que vous avez ici une petite brochette, un petit échantillon des potentiels. Je ne parle même pas de Sénégalais et même d'étrangers. On a ici des rapports, des analyses des rapports, du rapport du portant étude d'impact environnemental qui est fait par des étrangers, des non-sénégalais. Alors, sur les aspects juridiques et financiers, nous, notre propos n'est pas de polémiquer avec un entrepreneur, il n'est pas notre interlocuteur. Il faut continuer à aller partout, à essayer de corrompre avec de l'argent, à utiliser des moyens d'intimidation, il n'est pas notre interlocuteur. Nous, nous interpellons le gouvernement du Sénégal, à la tête duquel se trouve en première place M. Macky Sall, qui connaît très bien ce dossier, puisque il était au cœur des affaires lorsque certains actes ont été signés. En tant que Premier ministre, en tant que ministre des Mines, il connaît bien ce dossier-là. Nous constatons premièrement que ce dossier est géré dans une opacité totale, comme d'ailleurs tout ce qu'on gère ici, que ce soit sur le secteur du pétrole, l'or à Kédougou, les phosphates à Matam, c'est géré dans une opacité totale. Vous êtes population quelque part, vous y vivez depuis des temps qu'on ne peut même pas dater, et un beau jour, vous voyez débarquer des entreprises qui vous disent que vous n'êtes plus propriétaire des terres, vous n'avez plus accès à telle ou telle zone. Vous ne savez pas comment ça s'est fait, par qui ça s'est fait, on ne vous présente aucun document, on ne fait aucune activité d'information. À la limite, c'est ce que j'appelle moi de la spoliation. Il est temps qu'on dépasse l'époque où c'est 2 ou 3 bureaucrates qui s'enferment dans un bureau climatisé, souvent après avoir reçu des dessous de table importants, pour signer n'importe quoi sans tenir compte de la situation des populations. Allez demander au ministre des Mines s'il a déjà mis les pieds à Niafran, il ne l'a pas fait. Et du jour au lendemain, on signe des actes pour dire aux populations que sur une superficie extrêmement importante de plus de 50 000 hectares, où l'essentiel des activités des populations en termes d'agriculture, de riziculture particulièrement, mais de maraîchage, etc., en termes de tourisme, parce que vous avez là-bas des réceptifs hôteliers, que tout ça, du jour au lendemain, va être impacté et que vous n'aurez plus droit à accéder à ces questions. Je ne vais pas revenir sur les questions environnementales qui sont beaucoup plus la spécialité d'Abou-Saleh, mais nous constatons qu'il y a des contradictions. La première chose, c'est qu'en 2004, il y a eu un décret qui a été signé par le président Abdoulaye Wade et contresigné par Macky Sall, qui était son premier ministre à l'époque, pour déclarer presque toute la zone
aire marine protégée. Et quelques mois plus tard, est intervenu un arrêté pour donner à Carnegie, parce qu'il faut comprendre l'historique, au début ce n'était pas Astron, c'était Carnegie, pour donner à Carnegie une exploitation, un permis d'exploitation minier, en prenant le soin d'exclure cette partie-là de l'aire marine protégée. Or, l'ensemble tient en un seul bloc. C'est les mêmes spécificités géographiques, climatiques, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'il y a de paradoxal dans cette affaire-là, c'est que jusqu'au jour où je vous parle, on n'a jamais vu autre chose que l'arrêté de 2004. Or, cet arrêté de 2004-là avait précisé que la concession était valable pour une période de 3 ans, renouvelable 2 fois. 3 ans renouvelables 2 fois. Si vous faites le décompte, même s'il y a eu des renouvellements, ça devait prendre expiration en 2013. Or, le code des mines est très clair. Le renouvellement est assujetti à des conditions. La première condition, c'est que l'entreprise ait respecté l'ensemble de ses engagements de travaux. Et en l'occurrence, Carnegie s'était engagé à investir 1 million de dollars, environ 600 millions de francs CFA. La deuxième condition, c'est que si l'ensemble des conditions sont respectées, l'entreprise doit faire ce qu'on appelle un rendu de superficie, c'est-à-dire le quart de la superficie doit être rendu. C'est-à-dire sur les 50 000 hectares, au moment de faire le premier renouvellement, s'il existe, l'entreprise aurait dû restituer au moins le quart. Au deuxième renouvellement, l'autre quart, au troisième renouvellement, l'autre quart, ce qui fait que, juridiquement, aujourd'hui, il ne devait rester qu'un quart. À la condition, j'ai bien dit, que l'entreprise ait respecté ses engagements. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement sénégalais de publier tous les autres actes intervenus dans cette affaire-là. Est-ce qu'il y a eu des renouvellements et des prolongations de délai? Auquel cas, pourquoi personne n'est en possession de ces documents-là? Et pourtant, aussi bien la loi que la Constitution disent que ces documents doivent être publiés au journal officiel. Aucun de ces actes n'a été publié par le gouvernement du Sénégal. Donc, première exigence, c'est que tous ces actes-là soient rendus publics pour que tous les citoyens sénégalais, a fortiori les principaux concernés de la zone, puissent savoir exactement ce qu'il en est au plan juridique. Si les engagements n'avaient pas été respectés, ou s'il n'y a pas de renouvellement, sur quelle base aujourd'hui Astron se prévaut d'un permis d'exploitation dans la zone? Nous interpellons directement le gouvernement du Sénégal sur ces questions-là, et je puis vous assurer que tous les points que je soulève ici feront l'objet d'une question écrite que je porterai en tant que député dès la semaine prochaine à l'attention des ministres concernés. Alors, nous demandons également la publication de la convention minière, parce que vous savez, lorsqu'il y a un arrêté, l'arrêté est accompagné d'une convention minière. Et nous avons vu dans l'arrêté vise une convention minière qui date du 16 août 2004. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est en possession de cette convention minière, en dehors peut-être de l'entreprise et du ministère. Ces documents-là, je le réitère, doivent être obligatoirement rendus publics. Ce n'est pas des documents secrets, ça concerne les ressources naturelles de 14 millions de Sénégalais. Les Sénégalais ont le droit d'être informés sur les conditions et les clauses de ces documents-là. Ensuite, Abdou aurait pu beaucoup développer sur ces questions-là. On exige actuellement qu'il y ait des consultations citoyennes quand il y a des projets de ce genre. Il y a eu 2 consultations citoyennes qui sont intervenues et même une enquête, mais que le gouvernement du Sénégal n'a jamais voulu rendre public. Pour la simple raison que les populations, globalement, pour ne pas dire dans leur entièreté, ont totalement rejeté le projet. Totalement. Et il y a eu des déclarations, excusez-moi du terme, mensongères, portées par le gouverneur de Ziguinchor lui-même, qui dit que ces documents ont été validés à la mairie même de Katabadou. Le maire a démenti formellement, et j'avais voulu, dans cette conférence de presse, appeler directement M. Ousmane Sané, qui est le coordinateur du collectif là-bas à Niafran, qui aurait pu faire des témoignages. Malheureusement, pour des questions logistiques, on ne peut pas
d'entendre son témoignage. Mais vous pouvez vous donner toutes les références, vous appelez vous-même à la mairie de Katabede, on vous dira qu'il n'y a jamais eu de validation ou d'approbation de ces documents. Donc ça, c'est la stratégie de l'entreprise. Il y a beaucoup de faux, beaucoup de contre-vérités qui sont véhiculées pour faire croire aux gens des choses qui n'existent pas. Ensuite, nous demandons au gouvernement du Sénégal de nous expliquer comment est-ce que le permis est passé de Carnegie à Asson. Vous savez, le code des mines encadre ce genre de transmission-là, parce que ça doit faire l'objet d'une approbation, après contrôle d'un certain nombre de conditionnalités, et c'est assujetti à un certain nombre d'obligations fiscales. On s'est levé au beau jour, on nous a dit que désormais c'est Asson qui se substitue à Carnegie, ou alors ils sont tous deux dans l'affaire. En tout cas, c'est très flou. On a du mal à marquer le départ, et nous interpellons le gouvernement du Sénégal pour que nous soyons éclairés sur ces questions-là. La question qu'on se pose également, c'est qu'est-ce que gagnent les populations dans cette affaire-là? Vous savez, on nous parle d'un certain nombre de mesures sociales que l'entreprise promet de réaliser. Mais je tiens à dire que l'entreprise aujourd'hui n'a aucune obligation, puisque l'arrêté qui lui a conféré la concession date de 2004. Or, le code de 2004 ne prévoyait pas de mesures sociales. C'est le code de 2016, c'est-à-dire le dernier code, qui a inscrit les obligations sociales, c'est-à-dire un prélèvement de 0,5% sur le chiffre d'affaires qui doit alimenter un fonds social administré par l'entreprise, les collectivités locales concernées et les populations. Mais ça n'existait pas en 2004. Et donc, toutes les promesses que l'entreprise va faire, et nous le répétons à l'endroit des populations concernées, valent ce qu'elles valent, parce que vous ne pourrez jamais invoquer une loi pour exiger que ces promesses-là soient réalisées. Alors, qu'est-ce que les populations vont gagner dans ça? Je ne vois pas pour le moment absolument rien. Et on a parlé des risques environnementaux qu'il y a là-bas. Et le plus important, c'est sur la phréatite. D'ailleurs, la destruction de l'écosystème également, les déplacements de population pour au moins une période de 3 ans. Et l'entreprise qui promet de faire une remise en état, ça n'engage que ceux qui veulent. On a vu beaucoup de mines et de carrières ici. Quand les gens ont terminé, ils ont plié bagages et on a laissé des trous béants. Et aucune activité, ni d'habitation, ni agricole, ne peut être entreprise dans ces zones-là. Ensuite, qu'est-ce que gagne l'État du Sénégal? Puisque, je rappelle que nous sommes avec un arrêté de 2004 qui ne prévoyait qu'une participation de 10% de l'État du Sénégal. 10%. On vient piller nos ressources. C'est des milliards qui partent. Je rappelle que les études montrent que le zircon qui doit être exploité à Niafouro est 5 fois de meilleure qualité que le zircon de Diogo. En teneur. Et l'État du Sénégal ne prendra que 10% des actions. Si vous mettez à côté les mesures d'exonération fiscale, qui sont très importantes dans ce genre de situation, et puisque le code de 2004 n'avait pas introduit ce qu'on appelle le partage de production, l'État ne gagnera que ces 10%-là, encore faut-il qu'il ait les moyens de contrôler l'exploitation et la production, ce qui n'est jamais le cas, et les entreprises déclarent ce qu'elles veulent déclarer. Notre conviction, c'est que ce sera à perte pour les populations, ce sera à perte pour l'État du Sénégal et donc pour tous les Sénégalais, avec tous les risques que je viens d'évoquer. Et nous ajoutons un dernier risque extrêmement important, c'est le risque sécuritaire. Parce que vous avez vu que tous les mouvements armés de la zone, parce qu'il faut oser dire les choses telles quelles, tous les mouvements armés de la zone ont sorti des communiqués pour poser leur veto et manifester leur opposition catégorique à ce projet. Pour une zone, en tout cas la Casamance, qui est meurtrie depuis 34 ans, les populations ont trop souffert, on risque d'enflammer encore toute cette zone pour les beaux yeux d'une multinationale étrangère. Sans que les populations n'y gagnent, ni que l'État du Sénégal puisse y gagner. C'est inacceptable et c'est de la responsabilité exclusive de Macky Sall et de son gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Qui est-ce qui est derrière ce projet?
faut se poser cette question. Parce que depuis quelque temps, on essaie d'intimider les populations en déplaçant l'armée nationale sur les lieux. Chaque semaine, l'armée nationale débarque sur les lieux avec des chars de combat face à des populations désarmées qui sortent. Je rappelle que la Casamance n'a jamais été classée zone militaire ou militarisée. L'État du Sénégal considère que c'est une zone comme toutes les zones. Pourquoi ?